Oui, j'en ai posé. Est-ce qu'on n'a pas tendance à galvauder un peu ce terme d'Amazone en associant un certain nombre de femmes dites guerrières? Je prends le micro. Oui, merci pour la question, parce que effectivement, j'ai l'impression qu'on utilise, même dans le documentaire, le terme d'Amazone pour dire femme combattante. Et pour les Grecs dans l'Antiquité, ce que je connais mieux, puisque moi je suis historienne du monde grec, les Amazones, c'est un mythe. Donc c'est une fiction de personnages imaginaires qui auraient combattu des héros, Achille par exemple, Thésée, Héraclès, dont les Grecs savaient bien qu'ils ne faisaient pas partie de leur présent. C'est donc qu'il y a une différence entre les Amazones, pour les Grecs, c'est bien des êtres, peut-être qui ont existé, mais dans une autre époque, très 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 longtemps, à l'époque où on vivait avec les dieux, etc., et les héros et les héroïnes. Et donc les femmes combattantes qui existaient aussi, certainement. Quand ils en parlaient, ils en parlent parfois, hein, on a des textes où on dit voilà, elle est comme une Amazone. C'est pas une Amazone. Donc vous avez raison, je pense que tout est dans. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot d'Amazone? Et je pense que déjà dans l'Antiquité, on ne peut pas tout mélanger non plus. Il y avait la fiction, et puis il y avait la réalité que les historiens n'ont pas beaucoup mis en valeur, on peut le dire, pendant jusqu'à la fin du XXe siècle. Cette réalité de femmes combattantes qui ont existé. Oui? Oui, merci. Donc, en fait, je voulais faire une double réflexion. C'est que plus près de nous que de l'Antiquité, il y a des... Enfin, j'avais lu ça il y a longtemps, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça semble ne pas être un mythe, mais une réalité. Il y a des explorateurs à la fin du 19e siècle qui ont rencontré un bataillon de femmes guerrières ou d'Ahomey et qui ont utilisé aussi, mésutilisé ce terme en parlant des Amazones du Dahomey. Et d'autre part, tout près de nous, donc ça vous avez dit, il y a les femmes kurdes, mais j'avais oublié ça en venant voir le film, mais j'avais été avec 3 compagnons de voyage reçus par une femme nomade dans sa yourte sur le plateau du Tian-Tang qui se trouve entre le Ladakh et la Chine, enfin sur les deux pays. Et le guide nous avait expliqué justement cette histoire-là, qu'on devait faire très attention parce que lui allait aller sur la yourte de droite, à dire qu'on était là parce qu'on devait rencontrer leur astrologue. Et il nous avait dit, vous marchez tout doucement parce que pour se défendre, les hommes sont souvent partis. Il y a 2 façons de se défendre pour ces femmes. C'est que d'une part, il y a un chien, on l'a vu, là-bas, devant la yourte. Devant chaque yourte, il y a un chien qui est dressé pour tuer. Et donc, il ne faut pas trébucher quand on arrive près de la yourte parce qu'il risque de vous attaquer, quoi. Et l'autre façon de se défendre, c'est que ces femmes sont armées et ont appris à se battre. Donc ça, c'est tout près, c'est actuel, quoi. Oui, mais je pense que ce que montrent les collègues archéologues russes, hein, d'abord, puisque cette littérature, ces trouvailles, elles sont arrivées un peu après chez nous. Il faut voir que l'archéologie russe, avant la chute du mur de Berlin, c'était quand même une archéologie méconnue, même pas du tout connue, et qu'on a mis du temps, en fait, en Occident, entre guillemets, à prendre connaissance et à intégrer ces découvertes. Donc effectivement, des femmes combattantes, selon les conditions de vie des populations et le fait qu'évidemment la vulnérabilité à un moment donné dans l'organisation, que ça existait, oui, effectivement, les cartes postales du Dahomey avec ces femmes qui sont un peu la garde d'élite, hein, et on l'a vu aussi encore en Libye, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était... on avait un peu le même cas, et on voit bien qu'à la fois on mélange un fantasme ou un imaginaire, hein, en appelant ces femmes des Amazones, hein, y compris à l'époque, au 19e au 20e siècle. Donc on mélange ce fantasme avec une réalité qui est une réalité très prosaïque, en fait, de besoin de se défendre. Alors, ce qui est intéressant quand même dans l'historiographie, qui fait qu'aujourd'hui on en parle, bien sûr il y a les découvertes des archéologues, il y a les questions qu'on se pose,
Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre que les stéréotypes qu'on a sur le rôle des femmes et des hommes, la division des sexes dans les sociétés, notamment anciennes, est quelque chose qu'il faut revoir. Y compris, et là je parle vraiment pour ce que je connais, y compris dans ce qui nous paraît le plus normé, séparé, qui est les sociétés grecques de l'Antiquité ou romaines. On a vu tout à l'heure le film sur les légionnaires, où les femmes, elles sont à côté pour la famille et la sexualité, les relations amoureuses, mais on ne parle pas du fait qu'elles sont aussi, elles ont des boutiques, elles ont des terrains, elles vont aller vendre un terrain dans les lettres, on le voit, elles vont acheter. Donc elles ont aussi une capacité en fait d'activité sociale qui est encore méconnue. Oui, alors, vous avez allusion, en fait, ce sont les agogistes, qui étaient un bataillon d'élite l'actuel Bénin, précisons quand même, n'existait plus, et qui ont fonctionné entre le XVIIe et le XIXe siècle. Et la raison pour laquelle ils ont pu exister, les hypothèses, c'est qu'en fait, il manquait d'hommes pour combattre, et donc ils ont dû faire appel à des femmes pour les remplacer. Et ce sont les Européens qui les ont appelés Amazones, c'est pas les... Oui, c'est ça. Mais oui, non, bien sûr. Alors effectivement, les femmes, elles arrivent souvent en deuxième, c'est-à-dire quand il y a un manque d'hommes, soit et même dans les cités les plus classiques, les montagnes, une guerre, les hommes partent au loin, et puis en fait les hommes sont décimés, les ennemis arrivent, et ce sont les femmes qui vont défendre la cité. Donc là, elles vont prendre des armes, elles vont faire, et donc elles arrivent toujours en général en second. Tout à l'heure, vous preniez l'exemple aussi, voilà, les hommes partent et les femmes défendent le campement. Mais il y a un autre cas, c'est aussi, il a été un peu question de ce cas-là aussi, c'est les femmes de l'élite. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans des organisations sociales dans lesquelles, et là, ça concerne, je veux dire, on a des modèles qui nous sont plus familiers, c'est par exemple l'aristocratie du XVIIe, du XVIIIe, où on a des femmes qui montent à cheval, où on a des femmes qui protègent le domaine, où on a des duchesses, des princesses qui sont vraiment en fonction de chefs de domaine et qui vont agir comme le fera un homme. Donc la question, ce qui est intéressant je trouve, c'est que ça pose aussi, ça met le doigt sur le fait que la manière d'arranger les fonctions sociales ne dépend pas toujours en priorité en fait du sexe. Il n'y a pas un destin selon les organisations sociales. En fait, on peut avoir des filles selon leur statut social qui vont accéder à certaines fonctions qu'on n'attendrait pas habituellement. Et dans le monde grec, même dans le monde grec, on a des femmes qui se trouvent reines. Et donc, on a des textes qui racontent, par exemple, au moment de la descente d'Alexandre en Turquie, en Asie mineure, qu'il y a une femme qui a une armée, elle a une citadelle, et elle va combattre contre la cité d'Halicarnasse. C'est un cas par exemple. Et elle, c'est une femme d'une cité grecque, hein. Elle est reine d'une cité grecque. Il n'y a pas que des démocraties. Il y a plein de cités différentes. Et ce qui est également intéressant dans le film, c'est les réflexes des acteurs qui étaient souvent des hommes, de souvent confondre, c'est-à-dire que pour eux, il y a il y avait un squelette avec des armes, tout ça, c'était forcément un homme. Vous avez vu que les femmes aussi, les archéologues aussi, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est la formation en fait. C'est la formation qu'on a qui fait que voilà, les femmes aussi, hein, sont toutes surprises, elles disent mais moi jamais j'aurais pas pensé que c'était possible. Mais il n'y a pas que. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que. Là, on parle des steppes, parce que aussi, c'est notre imaginaire, et c'est vrai que les cavalières, c'est les steppes. Mais tout à l'heure, Vindo Landa, on a aussi Boudica, par exemple, hein, dans les historiens romains qui citent la reine Boudica, qui prend les armes aussi contre les Romains. Donc, en fait, ça nous incite à nous poser davantage de questions sur la diversité des situations possibles, aussi pour les femmes, et en particulier pour les femmes, pour lesquelles, en fait, en général, on les a cantonnées beaucoup plus facilement que les hommes, évidemment, dans des activités à la maison et à la famille. Donc ça, c'est quelque chose qui, au-delà même, hein, voilà, des steppes, c'est une question beaucoup plus large, à mon avis. Oui, qui est un
également la préhistoire, parce que maintenant, il y a de plus en plus de quelques années des réflexions sur le rôle de la femme durant la préhistoire, qui n'était pas simplement la productrice. Oui, alors, et après, ça concerne toutes les périodes historiques, ça concerne les tombes celtes. On trouve aussi la tombe de Vix à côté à Châtillon-sur-Seine. On a d'abord pensé que c'était une tombe d'homme, et puis les analyses déterminent que c'était une femme. Donc en fait, cette revisitation, je ne sais pas comment il faut dire, cette relecture des données, quand c'est possible, parce que parfois on ne peut pas reprendre des données anciennes, quand c'est possible, on a plus de questions qu'on en avait auparavant, en tout cas. On a l'esprit plus ouvert qu'auparavant sur ce qui était possible. Alors la préhistoire aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai trouvé ça assez frappant de voir aussi que c'est une mise en question des normes. Parce que on a des squelettes, ça ne correspond jamais exactement à ce qu'on attend, parce qu'on attend une norme qui est une norme, une moyenne générale. Et dans la vie réelle, les individus, c'est pas une moyenne. C'est juste des individus qui sont soit loin, soit près, mais et donc, c'est aussi ça l'archéologie, c'est des données très hétérogènes. On n'a pas c'est difficile de faire des statistiques. On l'a vu, mais on a des données très hétérogènes. On parle de la préhistoire, on va avoir aussi des données très rares et hétérogènes. Et on est confronté à une singularité, en fait, qui ne trouve pas forcément sa place dans la norme. Du coup, ça pose des questions sur la construction des normes dans la manière, du coup, d'expliquer le passé. Ça, je trouve que c'est assez frappant sur la question de la taille des os, par exemple. Voilà, il y a des femmes qui sont très grandes et puis des hommes qui sont plus petits. Et dans l'archéologie, quand on a les squelettes, on peut tomber sur des cas. Voilà, des cas qui ne sont pas habituels, disons. Par exemple, lorsqu'on parle de squelette, un squelette de femme et un squelette d'homme plus gracile, il manque quand même de données. Est-ce que c'était quel âge? Est-ce que c'était un adolescent? Est-ce que c'était... Il y a quelques biais quand même dans ce documentaire, puis des erreurs. Il y a pas mal de biais, puis il y a peut-être des erreurs aussi. Bon là, moi je le découvre, excusez-moi, je ne l'avais pas vu encore. Donc, et en fait, c'est vrai que ça donne l'impression qu'il est facile d'identifier le sexe d'un individu. L'ADN, vous avez vu, c'est hyper rare d'en avoir, d'avoir un ADN analysable, conservé. Et puis, ça coûte très très cher. Et donc, c'est rare. Et après, tous les autres critères, y compris les armes, la présence des armes, ne sont pas des signes que les individus en question ont manié ces armes et en temps de guerre, qui plus est. Donc, oui, c'est plus compliqué, mais enfin, bon, c'est intéressant quand même à voir. Nadia, pour ce soir. Merci Violette d'être venue pour quelques questions et quelques réponses. Merci.